Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous allons pouvoir démarrer cette séance du Conseil municipal par la traditionnelle question numéro 1, désignation. Ah pardon, l'appel, oui je vais trop vite. Alors, allons-y. Pascal Borde, présente. Thomas Béton, présent. Christine Day, présente. Denis Dodd, Présent. Audrey Ageot, Pedro Lianes, Léopoldina Marquez, Gaëtan Calejon, Margot Bergonzi, Jean-Louis Morelli, Ludivine Costa, procuration à M. Calejon, Olivier Roux, Trinité Baudy, Roussine Serge, Jade Sicard, absente, Olivier Jean Vigier, Chantal Leprévost, Anthony Laconi, Véronique Moyon, Denis Pinède, Michel Poisat, Fabien Tarare, Sylvie Evenou, Jean-Louis Foussat, Huguette Lévesque, procuration à Pedro Lianes, Jean-Pierre Navarro, absent, Christine Mussiot, présente, Maxime Couston, absent, Michel Fonturial, Christian Baume, Jérôme Jacquel, Naïma Damani et Christian Gagliardone. Je vous le restitue. Merci. Donc nous pouvons démarrer par la question traditionnelle de la désignation du secrétaire de séance pour ce conseil municipal. Je vous propose de désigner Madame Christine Day. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc approuvé à l'unanimité. Question numéro 2 qui concerne l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 8 avril 2026. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est donc approuvé à l'unanimité. Question numéro 3, approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 16 avril 2026. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est donc approuvé à l'unanimité. Question numéro 4. Numéro 4. C'est moi. Oui, Monsieur Dodd. Merci Madame le maire. Bien, nous allons regarder le budget primitif 2026. Comme vous le savez, il constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Après le rapport d'orientation budgétaire qui a donné, comme son nom l'indique, les orientations que nous voulions donner avec cette nouvelle municipalité. Par cet acte, la ville de Bagnols-sur-Cèze est autorisée à effectuer des opérations de recettes et de dépenses qui sont inscrites au budget pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile. Ce principe d'annualité budgétaire comporte quelques aménagements pour tenir compte d'opérations prévues et engagées, mais non dénouées en fin d'année. Et sachant que de nombreuses opérations fort coûteuses au demeurant ont été actées par la précédente municipalité, et ce jusqu'à 8 jours avant les élections. D'un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section fonctionnement, une section d'investissement, chacune de ces deux sections devant être présentée en équilibre, recettes égalant dépenses. Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion des services de la collectivité. L'excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, on en reparlera tout à l'heure, le surplus constituant de l'autofinancement qui permettra d'abonder le financement des investissements prévus par la collectivité. Dans le projet de budget 2026, l'excédent initial était faisait sortir un déficit d'1 399 216 € et quelques centimes. Et nous avons donc procédé à quelques ajustements et on a réussi à obtenir un excédent positif cette fois-ci de 218 980 pour ce budget primitif 2026. La section d'investissement présente les programmes d'investissement nouveaux ou en cours, dépenses qui sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et des subventions, et dans le cadre de la ville de Bagnols, surtout par l'emprunt.
Je vous rappelle que l'emprunt a représenté en 2025 un petit peu plus de 60% des recettes d'investissement et qu'en 2024, c'était déjà à 53%. Avec une épargne nette de 600 000 euros à peu près, c'est-à-dire ce qui reste réellement à la ville pour investir une fois les remboursements d'emprunts effectués, on suppose que la tâche sera ardue du fait de notre très faible capacité à nous autofinancer. L'ensemble des propositions du budget primitif 2026 est retracé dans la maquette annexée à la présente délibération. Celle-là, je suppose que vous l'avez tous lue. Enfin, c'est pas sûr. Voilà. Il est rappelé que ce budget est retracé selon les principes d'une instruction budgétaire et comptable qui s'appelle la M57. Donc nous allons voir et faire la délibération sous la forme administrative. Le projet de budget 2026, retracé suivant cette nomenclature de M57, s'équilibre en fonctionnement à la somme totale de 30 81 794 euros et en investissement à la somme de 12 660 357 euros, tout mouvement confondu, mouvement de dépenses réelles et d'ordre. Alors pour la section de fonctionnement qu'on va regarder d'abord, on va regarder les recettes. Ces recettes sont bien évidemment à hauteur des 30 81 794 qui comprend les éléments ci-après. Dans les recettes réelles, elles représentent 29 131 794 euros. Alors je vais vous passer un certain nombre de postes. Atténuation de charges, 130 000. Poste est constitué pour l'essentiel par des remboursements qui interviennent sur les charges salariales, notamment ce sont les remboursements d'arrêt de maladie. Le chapitre 70, ce sont les produits des services du domaine et des ventes diverses qui représentent 2 71 193 euros. Ce chapitre intègre majoritairement les refacturations de charges de personnel dans le cadre de la mutualisation des services avec l'agglomération, de la mise à disposition du personnel et des facturations de frais aux budgets annexes à la hauteur de 906 000 euros, des recettes liées à la restauration scolaire et au périscolaire pour 330 000 euros, aux manifestations culturelles et sportives pour 287 000 euros, aux droits de stationnement et d'occupation du domaine public pour 256 000 euros quand même, et à des concessions dans les cimetières pour 50 000 euros. Un deuxième chapitre, ce sont les impôts et taxes, la fiscalité locale. La fiscalité locale représente 18 649 428 euros. Il s'agit des produits qui sont en lien avec la fiscalité directe en vigueur sur la commune. Revalorisation des valeurs locatives, qui a été arrêtée à hauteur de 0,8% sur le foncier bâti et non bâti, ainsi que sur la taxe d'habitation pour les résidences secondaires et logements vacants. L'État produit par les services fiscaux ayant été transmis courant mars 2026, les montants définitifs des produits de la fiscalité ont déjà été intégrés dans le présent budget. Ainsi, les impôts directs locaux relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties et à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants s'élèvent à la hauteur de 13 830 000 euros. D'autres recettes sont imputées sur ces chapitres, des attributions de compensation pour 2 700 000 à peu près, une taxe additionnelle aux droits de mutation et à la taxe de publicité foncière pour 450 000, le Fonds national de garantie individuelle des ressources pour 568 000, la taxe sur la consommation finale d'électricité pour 430 000, le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales pour 290 000, la taxe locale sur la publicité extérieure pour 160 000, une dotation de solidarité communautaire pour 124 000 et la taxe sur les pylônes électriques pour 87 000 euros. Nous avons donc décidé de toute façon qu'il n'y aurait aucune augmentation de la fiscalité locale et nous verrons tout à l'heure, je crois que c'est dans la libération numéro 7. Au chapitre 74, les dotations et participations qui font aussi partie des recettes. Il s'agit des dotations et subventions qui proviennent des partenaires extérieurs, l'État, la région, le département, la CAF, etc. Une dotation de solidarité urbaine nous a été notifiée par les services de l'État pour l'exercice 2026 à hauteur de 4 172 000. La dotation forfaitaire est quant à elle proposée à hauteur de 2 079 000 euros. Et la dotation nationale de péréquation
est proposée à hauteur de 446 000 euros. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et la compensation au titre des exonérations de taxes foncières s'élèvent respectivement à 95 000 euros et à 315 000 euros. Les participations de la CAF et du département pour différents projets et services proposés dans le cadre du contrat de ville, l'école buissonnière, la garderie maternelle, sont appréciées à hauteur de 453 000 euros. La participation de l'État au titre de différentes politiques, contrat de ville, quartier d'été, action cœur de ville, projet NEFL, est estimée à 222 000 euros. La FCTVA, c'est-à-dire la compensation en fonctionnement, est proposée à 60 000 euros. La dotation pour les titres sécurisés est estimée à 47 000 euros. J'ai appris tout à l'heure que les titres sécurisés, c'était en fait les cartes d'identité ou les passeports que vous faites faire par la mairie. Les autres recettes réelles de fonctionnement représentent 390 150 euros, qui intègrent d'autres produits de gestion courante, constitués principalement du produit de loyer, de revenus d'immeubles, de redevances versées par les fermiers et les concessionnaires ou des remboursements de sinistres. Des recettes d'ordre sont appréciées à hauteur de 950 000 euros et concernent le chapitre 42. Ce sont des opérations de transfert entre sections qui correspondent aux amortissements des subventions perçues. Quant aux dépenses de fonctionnement, les évolutions réglementaires ainsi que l'inflation impactent significativement les dépenses de fonctionnement. Ces dépenses donc sont évaluées, vous le savez puisque c'est la même chose que pour les recettes, à 30 81 794 euros, qui comprennent essentiellement les dépenses réelles sur les 30 millions, 27 262 813 euros. Là-dedans, vous avez d'abord ce qu'on appelle les charges à caractère général pour 7 144 000, je vous passe les poussières derrière, qui regroupent principalement les postes de dépenses nécessaires au fonctionnement des services. Il s'agit notamment des postes de dépenses suivantes: les achats de matières et fournitures, donc les fluides, eau, énergie, gaz, chauffage, carburant, etc., les produits de traitement, les fournitures d'entretien, les fournitures de petits équipements, les fournitures de voirie, les vêtements de travail, des fournitures administratives, des livres, des fournitures scolaires, etc. Tout ça pour un montant de 2 070 000 euros. Les contrats de prestation de services, la propreté de la ville, l'entretien des WC publics, la vidéosurveillance, l'accompagnement juridique, le support autocom, entretien des espaces verts, la gestion de l'énergie, la propreté de la ville, etc. Tout ça représente quand même 1 600 000 euros. Des locations immobilières et mobilières, le loyer habitat du Gard, location de beaux commerciaux, la location de la piscine, tout ça qui représente à peu près un peu plus de 300 000 euros. Les entretiens et réparations, entretien de terrain, de bâtiments, de voiries, de réseaux, entretien et réparation de véhicules, maintenance annuelle, estimé tout ça à 680 000 euros quand même. Les assurances qui sont évaluées à 264 000 euros. Les frais de formation, les abonnements à la documentation générale et technique et autres frais divers estimés à 122 000 euros. Une rémunération d'intermédiaires et d'honoraires, architectes, notaires ou autres, pour un montant de 237 000 euros quand même. Les frais liés aux catalogues et imprimés, publications et relations publiques, dont les spectacles, estimés à 989 000 euros, dont j'ai un petit détail, à savoir annonces et insertions dans la presse qui représente 57 000 euros, avec les procédures pour les appels d'offres qui sont automatiquement apparaître dans les journaux, les fêtes et cérémonies qui représentent 739 000 euros, dont la culture pour 406 000 euros, dont là-dedans les animations aussi pour les festivals d'été, et puis hors été, ça représente quand même pas mal d'argent. Les réceptions, où il y en avait pour 64 000, des catalogues et imprimés pour 77 000, et je vous passe de divers, promotion de la ville en particulier, pour 54 000 euros. Des transferts de biens et personnes pour 59 000 euros, des frais d'affranchissement et de télécommunication, encore pour 70 000 euros, des remboursements de frais, paiement de frais de restauration à l'agglomération et divers, des d'étagages, je ne sais pas ce que c'est, illumination pour 400 000 euros, tout ça. Taxes et impôts divers dus par la ville, dont la redevance incitative pour 252 000 euros.
Les dépenses en matière de gaz, de carburant et d'électricité, vous vous en doutez bien, compte tenu de la situation internationale, semblent entourées d'un halo d'incertitude, ce qui nous paraît relativement évident. Concernant les contrats de prestation de services, les contrats d'assurance, on verra tout à l'heure, il y a une question finale. Ça sera la dernière question qui sera d'importance. Les abonnements à la documentation générale et technique, les frais de télécommunication. Nous mettrons sans doute à profit cette année 2026 pour étudier tous ces contrats en vigueur afin de négocier, le cas échéant, le tarif et les services que nous souhaitons adapter au plus près des besoins réels. Pour ce qui est de la rémunération des intermédiaires et des honoraires, nous serons également très attentifs à leurs coûts et quant aux frais de représentation et de communication, ils seront restreints au strict nécessaire. Il n'est plus question de faire des dépenses exagérées sur tous ces pôles. Les charges de personnel, c'est le deuxième gros chapitre. Charges de personnel et assimilées, donc les charges en particulier, représentent 15 589 280 €. C'est un chapitre à fort enjeu pour l'équilibre budgétaire de la collectivité, vous vous en doutez, puisque ça représente 57% des dépenses réelles de fonctionnement en 2026, avec une évolution de 2,31 par rapport au montant voté en 2025. Progression qui s'explique par plusieurs choses, dont le glissement vieillesse technicité, le GVT, mais également par la poursuite de la revalorisation de 3 points de la cotisation de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Vous vous doutez bien que cette masse salariale, sa maîtrise sera sans doute une grande priorité de cette nouvelle municipalité. D'autres charges de gestion courante pour 3 269 000, principalement composées de l'enveloppe des subventions aux associations, proposée à 465 000 €. Là aussi, nous allons discuter, je dirais, pied à pied avec chacune des associations qui reçoivent ces contributions, puisque l'année dernière, elles étaient de 700 et quelques mille. Donc nous les avons réduites fortement sur un budget primitif, mais nous allons les regarder de près. Elles seront étudiées au cas par cas pour les ajuster au plus près des besoins réels tout au long de l'année. Donc pour l'instant, c'est un montant prévisionnel et nous ferons le nécessaire en cours d'année pour réajuster au fur et à mesure. La subvention en faveur du CCAS, qui est d'un montant de 590 000, nous ne l'avons pas bougé. La subvention à la Caisse des écoles, pareil, pour 61 000, et la participation à l'école Sainte-Marie pour 348 000 €. Contingent au fonctionnement du SDIS, qui représente une somme qui avoisine le million d'euros. Des dépenses informatiques qui représentent, pour les logiciels utilisés, la modernisation des services pour 360 000 € et les indemnités des élus pour un peu plus de 300 000 €. C'est tout. Les charges financières, elles, représentent 1 171 000 €. Chapitre 66 qui enregistre les charges rattachées à la gestion financière et à cet effet retrace les remboursements d'intérêts des emprunts auprès des établissements bancaires, frais liés à la ligne de trésorerie. Ce montant élevé des charges financières est la résultante des nombreux emprunts contractés par l'ancienne municipalité. Si j'ai un montant quelque part, ça représente quand même dans les dépenses 57% en 2025, 55% en 2024, et je vous passe les années précédentes qui sont à peu près du même tonneau. D'autres chapitres représentent grosso modo 88 000 €. Atténuation de produits, charges exceptionnelles, provisions pour risque, bon, tout ça, 80 000 €, c'est pas grand-chose. Dépenses d'ordre qui constituent l'épargne brute, c'est-à-dire la capacité d'autofinancement, s'élève à 2 819 000, qui se compose de la manière suivante. Le virement à la section d'investissement qui sera de 0 219 000 € et la dotation aux amortissements, 2 600 000 €. La section d'investissement maintenant. Alors pareil, les recettes, on l'a vu tout à l'heure, recettes inscrites au budget qui atteignent 12 660 357 € qui se répartissent de la manière suivante. Des recettes réelles pour 9 340 000 et un peu plus,
Dotation, fonds divers et réserves pour 1 550 000, c'est essentiellement le fonds de compensation de TVA et une taxe d'aménagement pour 150 000 euros. Des subventions d'investissement pour 2 832 000 euros, subventions qui sont inscrites au budget primitif, qui sont liées essentiellement à la réalisation de la passerelle pour un montant de 2 582 000 euros. Ne pas oublier là-dessus que l'emprunt des 5 dernières années, qui a représenté à peu près 16,3 millions d'euros, donc a représenté 38% des recettes réelles d'investissement, ce qui a amené un encours de la dette à la fin 2025 de 26,2 millions d'euros en montant total de la dette. Emprunt et dette assimilée, 4 959 000 euros. C'est l'emprunt d'équilibre pour 2026 qui serait nécessaire de contracter en cas de réalisation de l'ensemble des dépenses d'investissement qui ont été inscrites. Simplement, au regard de la situation budgétaire aujourd'hui, il est nécessaire de prévoir cet emprunt d'équilibre suffisamment important afin de pouvoir garder quelques marges de manœuvre, tout en sachant qu'il est malheureusement probable qu'en fin d'année, l'emprunt réel devrait avoisiner les 2 900 000. Je vous passe les recettes d'ordre en investissement qui sont le virement de la section d'exploitation, ce qu'on a vu tout à l'heure, les 218 000, des opérations d'ordre pour 2 600 000 et des opérations patrimoniales pour 500 000 euros. Les dépenses concernant l'investissement, 11 210 000 euros, composées des chapitres d'immobilisation incorporelle, corporelle, en cours et des subventions d'équipement qui ont été versées. Dépenses d'équipement affichées en 2026 pour un montant de 8 275 000 euros. Ce budget sera consacré aux projets de la ville, dont les principaux sont les suivants. Les travaux de la passerelle de la 16, 5 155 000 euros de travaux, plus 130 000 d'études résiduelles. Donc, concernant la passerelle, on en a déjà parlé, au vu de l'avancement des travaux constatés, il va nous être difficile de les arrêter. Une provision correspondant au solde des marchés publics conclus pour la couverture de la piscine en cas de maintien de cette opération pour 981 000 euros. Pour ce qui est de la couverture de la piscine, la réalisation de ce projet est en cours de réflexion au regard des finances de la ville. Un désengagement possible de sa réalisation est à l'étude, et si l'abandon de ce projet pouvait être réalisé à moindre coût, cela nous permettrait de faire une économie réelle et d'utiliser ces crédits à l'avenir pour des réalisations que les Bagnolais considéreraient plutôt comme prioritaires. Des subventions au titre du programme de réhabilitation des façades pour 154 000, ainsi qu'une aide exceptionnelle au CCAS de 162 000 euros, dont nous parlerons, je crois, dans la question numéro 7, suite à une signature d'un protocole transactionnaire avec la société CGLEC. J'oubliais tout à l'heure la réfection des chaussées. Il y en a encore pour 977 000 euros, des acquisitions de mobilier et de matériel pour des services divers pour 63 000 euros, des études pour 57 000 euros et la restauration du patrimoine pour 44 000 euros. Pour revenir rapidement sur la réfection des chaussées, c'est donc un sujet important et nous souhaitons réaliser ces travaux tout au long de la mandature et pas forcément les impliquer dès cette première année. On essaiera de voir au fur et à mesure les priorités. Le chapitre 16 est proposé à hauteur de 2 920 000 pour permettre le remboursement du capital de la dette. À savoir qu'au cours des 5 dernières années, ce sont 13,5 millions qui ont été dépensés pour le remboursement du capital de la dette, ce qui est énorme. Enfin, des écritures d'ordre qui sont proposées à 1 450 000 et composées des montants qu'on a vus tout à l'heure, les 500 000 et puis des amortissements de subventions reçus pour 950 000. Voilà l'ensemble des propositions qui est retracé dans le document que vous avez peut-être vu, mais en tout cas les conseillers municipaux l'ont vu. Il y a 197 pages. C'est pas évident à voir. Voilà, bien, ce qui était exposé. Maintenant,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, Madame le maire. Avec le micro, c'est mieux. D'abord, est-ce qu'il y a des observations sur ces points? Monsieur Jacquel, peut-être? Oui. Oui. Bonsoir. Donc, quelques observations. Au niveau du... Bon, quand on a fait le DOB et sur le budget, j'ai pas vu de PPI. Donc, je voulais savoir si vous attendiez l'audit afin d'en faire un ou pas. Voilà. Donc, c'est la première question. Donc après, pour répondre, pour le détagage, en fait, c'est pour les tags de la ville, pour la pollution visuelle. Donc c'était pour vous apporter. Voilà. J'ai vu que vous mainteniez un peu l'épargne brute aux alentours de 3 millions. C'était un peu aussi la règle de l'équipe précédente. Et sur la piscine, j'aimerais apporter quelques éléments. Donc cette piscine couverte, je vois que, comme vous dites, à peu près 1 million d'euros. Mais il faut savoir que le savoir nager était très important pour les enfants. Donc je pense que on n'a pas de piscine couverte dans le Gard rhodanien. Donc aujourd'hui, c'est pas la faute à Bagnoles, attention, c'est la faute de l'agglo, puisque l'agglo a mis énormément de temps à dégager les projets pour une piscine. Aujourd'hui, les travaux, bon, je les suis, je vais voir un peu, ils sont très très engagés, ils sont déjà bien engagés. Donc je ne sais pas si vous arriverez ou pas à vouloir casser le contrat. Aussi pour rappeler, il faut savoir que vu qu'on n'a pas de piscine couverte, il y avait une convention qui était mise en place avec la piscine Occitane sur la route de Saint-Gervais. Donc ça coûtait à peu près 16 000 euros par an. Donc c'est quand même aussi une somme. Donc il faut savoir que voilà, sur 6 ans, ça peut faire presque 100 000 euros. Vous voyez, sur un mandat, ça va vite. Donc cet argent, si vous le retranscrivez dans les 1 million d'euros, donc déjà ça diminue un petit peu. Voilà, donc je voulais apporter ces éléments puisque c'est vraiment important le savoir nager, puisque on est à côté de la 16. Si un enfant tombe dans la 16, il ne sait pas nager, il se noie. Voilà, donc c'est important, je pense. Je n'ai pas très bien compris. Vous avez dit 16 000 euros par an sur 6 ans. Ça ne fait pas 600 000? Non, ça fait 100 000, j'ai dit. Ah, ça bon, fait 5 000, ça complète les 100 000, je veux dire, sur les 900 que vous avez annoncés pour le reste de l'opération. Donc voilà, donc je voulais apporter tous ces éléments qui vous permettront par la suite peut-être de réfléchir sur le projet à continuer ou pas. Puisque, bon, comme je déroulais, je disais, on est à côté de la 16 et il faut savoir que y a les enfants noyés, voilà, il faut faire attention à ça, il faut savoir nager et pour cela, il nous faut un outil. On n'en a pas, on en est dépourvu dans le Gard rhodanien. Voilà, merci. Oui. S'agissant de votre première question, il est évident que nous attendrons les conclusions de l'audit avant d'aller plus loin. Voilà. La sagesse commande d'attendre le résultat de l'audit. Pour le reste, pour la piscine, alors nous aurons largement l'occasion d'en reparler. Qu'il y ait besoin d'une piscine couverte sur Bagnoles, notamment pour que les enfants apprennent à nager, c'est une évidence. Mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment. C'est une dépense qui ne me paraît pas, et j'en ai discuté avec les membres de la majorité, ça ne nous paraît pas correspondre à la réalité du territoire. C'est dépenser autant d'argent, pour résumer, dépenser autant d'argent pour couvrir un bocal à poissons, ça ne me paraît pas forcément une dépense de première utilité. Le bassin moyen restera un vieux bassin moyen. Quoi qu'on puisse faire, ça ne changera pas la réalité. On a des installations qui sont extrêmement vétustes. J'en veux pour preuve, j'ai reçu un mail tout à l'heure concernant la réparation de 2 pompes. Finalement, il ne faut pas les réparer, il faut les changer. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne fera pas du neuf avec du vieux. J'ai en vue un autre projet. Rassurez-vous, nos enfants apprendront à nager. Il y a trop longtemps que nos enfants ne peuvent pas apprendre à nager dans de bonnes conditions. J'ai un temps pensé que l'agglo pourrait le faire, mais je pense qu'au fur et à mesure des années, je ne suis pas la seule à me résigner à trouver une autre solution. La solution se fera sur Bagnoles. Je réfléchis, mais ma réflexion est bien avancée. Je réfléchis à un autre projet de piscine beaucoup plus grand, beaucoup plus adapté au territoire.
et quelque part moins onéreux, en tout cas au regard de la couverture qui sera faite. Voilà pour la réponse à vos observations. D'autres observations sur ce thème, Madame Mussiot? Oui, alors dans le programme d'éducation nationale, donc l'apprendre à nager est obligatoire. Donc voilà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la piscine Occitane, les enfants, on paye quand même le bus également. Hein. J'entends ce que vous dites et puis j'aimerais bien savoir l'idée de votre projet. Alors ça, il faut faire preuve de patience. Et la patience, je pense qu'on en a fait preuve sur ce territoire, puisque la question de la piscine, c'est le serpent de mer. Ça fait des années, ça fait même un petit peu plus qu'une décennie qu'on en parle de cette piscine. Alors encore un peu de patience, et lorsque nous aurons un peu plus avancé en tout cas, dans nos réflexions, vous serez, rassurez-vous, les premiers informés. Je déplore simplement que les discussions que nous avons là n'aient pas forcément eu lieu avant, et que nous ayons et que nos enfants aient perdu beaucoup trop de temps. Voilà. S'il n'y a plus de questions sur ce, pas que sur le sujet de la piscine d'ailleurs, hein, sur ce dont vient de vous parler Monsieur Dodd, je vous propose d'adopter le budget primitif 2026 du budget principal, équilibré en section de fonctionnement à hauteur de 30 81 794 euros et en investissement à la somme de 12 660 377 euros. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Alors, nous avons Madame Damani, Monsieur Jacquel, Monsieur Gagliardone, Monsieur Berthaumieux, Madame Mussiot, Monsieur Baume, pardon, Monsieur Baume, autant pour moi, Madame Mussiot et Madame Fonturial. Nous passons à la question suivante, question 5. Monsieur Dodd, toujours? Oui, il s'agit du budget primitif et du budget annexe de la Caisse des écoles. Comme le budget principal, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le budget primitif 2026 du budget annexe de la Caisse des écoles. L'ensemble des propositions du budget, c'est la même chose. Vous en avez quelques centaines, pas quelques centaines de pages, mais vous en avez 150 pages. Il est également rappelé que ce budget est lui aussi retracé selon les principes de l'instruction budgétaire M57. Donc, je vous rappelle rapidement, nous avons un budget qui est retracé donc, et qui s'équilibre en fonctionnement à 165 580 euros et en investissement à la somme de 503 503,77, tout mouvement confondu. Donc les recettes de fonctionnement sont proposées à hauteur de 165 580, composées des subventions de la ville de Bagnoles pour 60 580 euros et celles de l'État au titre du programme de la réussite éducative, les PRE, pour la somme de 105 000 euros. Les recettes d'investissement, elles, donc de 503, correspondent à la dotation aux amortissements. Quant aux dépenses de fonctionnement, elles s'établissent à 165 580 euros et comprennent les chapitres, toujours, chapitre à caractère général, à hauteur de 161 576 euros, dont notamment 139 000 au titre des remboursements de frais supportés par le budget principal, 10 330 au titre d'honoraires payés à des intervenants extérieurs, 8 550 au titre d'abonnements et revues, 1 900 euros pour l'achat de diverses fournitures, 1 000 euros pour des achats divers, 300 euros au titre de l'alimentation. Autre charge de gestion courante à hauteur de 3 500 euros qui correspond à des subventions versées pour l'accompagnement dans le cadre du programme de réussite éducative. Les dotations aux amortissements, on l'a vu, à 503 euros. Enfin, les dépenses d'investissement, quant à elles, sont proposées donc à hauteur de ces 503 euros et qui ont été positionnées pour l'achat de matériels informatiques divers. L'ensemble est marqué dans ce budget que vous avez là. Donc le conseil municipal décide... Avant toute chose, avant de poser la question, y a-t-il des observations sur cette partie du budget primitif, du budget annexe de la Caisse des écoles? Non?
Pas d'observation. Alors, je vous pose donc la question. Je propose au Conseil municipal d'adopter le budget primitif 2026 du budget annexe de la Caisse des écoles, équilibré en section de fonctionnement à la somme de 165 580 € et en section d'investissement à la somme de 503,77 €. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Ce budget est donc adopté à l'unanimité. Question 6, Monsieur Dodd. Alors, il en est de même pour le budget primitif du budget annexe de la zone de Béret. On va passer directement aux recettes. Alors, le budget retracé toujours selon la même nomenclature comptable M57 s'équilibre en fonctionnement à une somme de 211 175,22 € et en investissement à 211 175 €, tout mouvement confondu, mouvement réel et mouvement d'ordre. Les recettes de fonctionnement correspondent à des opérations d'ordre pour les 211 000 qui représentent le stock. Les recettes d'investissement correspondent également à des opérations d'ordre pour 91 000 qui correspondent au stock initial et un emprunt d'équilibre nécessaire à 120 000 €. Quant aux dépenses, celles de fonctionnement, les prévisions budgétaires s'élèvent à 211 000, dont 120 000 pour l'achat de matériel et les travaux d'aménagement sur la zone, et 91 175 € pour des opérations d'ordre. Les dépenses d'investissement, c'est le montant que je vous ai déjà donné de 211 000. Y a-t-il des observations sur cette question ? Alors nous allons, je propose au Conseil d'adopter le budget primitif 2026 du budget annexe de la zone de Béret, équilibré, je vous le rappelle, en fonctionnement à la somme de 211 175,22 € et en investissement à la somme de 211 175,22 €, tout mouvement confondu. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Il est donc adopté à l'unanimité. Question 7, toujours M. Dodd, sur la fixation des taux d'imposition 2026. Eh bien, il est proposé de fixer les taux d'imposition directe pour l'AS 2026 comme suit et sans évolution par rapport à 2025. Donc, la taxe foncière sur les propriétés bâties à 59,50%, la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 67,50%, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants à 14,95%. Y a-t-il des observations sur cette Sans question ? changement. Voilà. Oui, effectivement, les taux d'imposition n'ont pas varié ni à la hausse ni à la baisse. Ils sont stables. C'est un choix que nous avons fait, même si la situation financière est quand même extrêmement critique. C'est le choix que nous proposons effectivement au Conseil. De fixer ces taux d'imposition directs pour 2026, comme l'a indiqué Denis Dodd. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 59,50%. La taxe foncière sur les propriétés non bâties, 67,50%. Et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants, 14,95%. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Ces taux sont donc votés à l'unanimité. Question 8, Monsieur Dodd, toujours. Bien, il s'agit d'une subvention exceptionnelle au CCAS dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel signé avec la société Vinci Facilities Océanie Méditerranée. CGLEC Maintenance Territoire Tertiaire Sud-Est. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je résume. Il a été rappelé que dans le cadre de la reconstruction de l'EHPAD Le Bosquet, comportant 16 lots, le CCAS avait attribué par acte d'engagement en novembre 2018 à la société CGLEC le lot numéro 9, électricité courant fort, courant faible, système de sécurité incendie. Après les avenants, le montant de ce lot s'est élevé à 744 771,34 € TTC. L'exécution de ce marché s'est avérée particulièrement compliquée pour de multiples raisons que les parties s'imputent réciproquement. Et ce lot numéro 9 a été réceptionné avec réserve le 22 juin 2021. Après de multiples échanges, les parties sont réunies en janvier et en février 2024 afin de faire le point sur la situation et pour constater contradictoirement les désordres et les dysfonctionnements. Elles ont également discuté des éventuelles pénalités applicables. À la suite de la saisie du comité consultatif de règlement amiable des litiges en matière de marché public, les deux parties sont parvenues à un accord
formalisée par la signature d'un protocole transactionnaire qui a été signé le 19 mars 2026 et exécutoire le jour même. Ce protocole transactionnel d'accord avait été soumis au conseil d'administration du CCAS et avait été délibéré le 12 mars 2026, donc juste 8 jours avant. Celui-ci prévoit l'engagement du CCAS à s'acquitter du paiement d'un montant de 135 000 € hors taxe, soit les 162 000 TTC, à la société Cegelec. Cette dernière qui s'engage en contrepartie à réaliser à sa charge exclusive les travaux et les reprises liées aux malfaçons présentes à l'EHPAD du Bosquet. Donc, la situation bancaire du CCAS ne lui permettant pas d'honorer cette dette, il est proposé au conseil municipal de procéder au versement de cette subvention exceptionnelle d'investissement d'un montant de 162 000, somme qui est déjà inscrite dans le budget de la ville, que l'on a vu tout à l'heure. Y a-t-il des observations, Monsieur Jacquel? Oui. Oui, j'ai une observation. C'était qui? Donc, c'est bien la ville qui était maître d'œuvre, et le maître d'ouvrage, c'était qui? Il y avait bien une surveillance quand même, puisque quand je vois 744 000 € d'avenant, après avenant, le montant total s'est levé. Donc il y a 135 000 € en plus, on est bien d'accord, d'avenant. Donc il y a bien quand même un suivi de chantier. Pour dépasser de 135 000 €, c'est énorme quand même sur un chantier. Alors, Monsieur Jacquel, vos observations sont pertinentes. Hein. Je n'étais pas là à ce moment-là. Je n'ai pas participé à la négociation. La difficulté, c'est que c'est un protocole transactionnel qui a été signé. C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais c'est acté, en fait. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le protocole transactionnel est signé. S'il n'est pas validé, on part en procédure. Dans ce genre de dossier, c'est maintenant 2 ans et demi, 3 ans en première instance avant d'avoir une décision, plus 1 an et demi en appel. Je ne suis pas sûre que les résidents, parce que c'est des travaux nécessaires au bon fonctionnement de l'EHPAD du Bosquet, je ne suis pas certaine d'abord que la majorité des résidents de l'EHPAD du Bosquet voient la fin de ces travaux. Et il est peut-être temps, effectivement, que cet EHPAD retrouve finalement une configuration souhaitée initialement et qu'il devrait avoir depuis longtemps. En clair, il est temps de mettre un terme à tout cela. Voilà. Madame Fonturial. Oui, par rapport à l'EHPAD, je voudrais dire qu'effectivement, M. Jacquel, il y a eu un suivi de chantier extrêmement important. Il y avait des réunions toutes les semaines et la bataille avec Cegelec a été absolument intense parce qu'il y avait en face de nous une mauvaise foi évidente. Il renvoyait la balle sans arrêt et c'était vraiment difficile. À un moment donné, il ne faut peut-être pas abandonner la lutte, mais en tout cas, il faut trouver une médiation pour s'en sortir. Je m'explique. Cette problématique de Cegelec, elle a eu un impact, sur les téléphones, c'est-à-dire les téléphones des résidents. La loi oblige dans un EHPAD à ce que chaque résident ait accès à un téléphone pour lui permettre d'avoir un lien social. Deuxièmement, ça avait un impact sur l'informatique. Vraiment, les personnels, je les admire parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, les dossiers de soins sont tous informatisés et que pour avoir accès aux données, c'était l'enfer. Elles travaillaient souvent en mode dégradé et c'était vraiment impossible de continuer dans ces conditions. Donc on faisait des petits aménagements de bout de chandelle pour arriver à faire fonctionner cet EHPAD à peu près correctement. Le troisième impact, et ce n'est pas des moindres, c'était les sonnettes, les appels malades. Il y a eu un impact sur les appels malades à telle enseigne que ça ne marchait pas du tout. Donc un appel malade dans un EHPAD, c'est comme à l'hôpital. C'est comme à l'hôpital, on vous dit il n'y a plus de sonnettes, on ne répond plus aux appels des patients. Donc là, ce n'était pas possible. Donc on a été obligé de trouver une solution palliative et de faire appel au système qui existait auparavant au Bosquet, dans l'ancien Bosquet, c'est-à-dire une société extérieure prestataire avec des colliers qui étaient mis aux résidents sur lesquels ils pouvaient appeler parce que le système d'appel malade ne fonctionnait pas du tout. Donc, à un moment donné, on ne peut pas continuer comme ça. Pareil, les aides-soignants qui ont des petits téléphones portables dans les poches, les sonnettes ne se répercutaient pas. Donc, ça gênait, d'abord, ça touchait à la sécurité immédiate des patients. C'était absolument impossible de continuer comme ça. Donc, c'est vrai que ça a un coût. Cette médiation, elle a un coût, je le reconnais, je le déplore tout autant que vous.
Mais à un moment donné, il faut, enfin de guerre lasse, hein, il faut accepter ça pour en finir et que ce dossier soit enfin bouclé et que le système fonctionne correctement. J'espère qu'il le sera. Oui, pour terminer, pour rebondir sur ce que vient de dire Madame Fonturial, l'ancienne avocate que je suis vous dit il n'y a jamais de bons ou de mauvais dossiers et il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise justice. La justice, elle est ce qu'on en fait, ce qu'on veut, ce que les parties veulent bien en faire. Et là, en l'occurrence, il s'agit de la santé, de la sécurité et du bien-être de personnes âgées à un moment, même si on a un très bon dossier. Il faut faire preuve de pragmatisme et il faut savoir, entre guillemets, capituler dans l'intérêt de ceux que nous devons protéger. Ce n'est pas satisfaisant. En tant qu'avocate, ça n'est pas satisfaisant, cette réponse-là. Mais c'est une réponse que nous devons à nos aînés. Voilà, j'en dirai pas plus. Monsieur Jacquel, oui. Bon, j'ai entendu les motifs. Je n'étais pas au courant de tout, hein, puisqu'il fallait que je creuse aussi avant. Par contre, ouais, je vais demander à la nouvelle équipe d'être, on va dire, de bien suivre les chantiers à venir, notamment la passerelle, que ça dérive pas aussi, voilà, parce que c'est une somme colossale là-bas. Donc de bien suivre, qu'on ne se retrouve pas avec des plus 300, 400 ou 500 000 encore. Merci. Je peux vous rassurer sur ce plan-là, monsieur Jacquel, et je sais que vous saurez me dire si nous n'avons pas bien surveillé ou pas les travaux, et vous aurez le droit de le dire, monsieur Jacquel. Nous pouvons donc peut-être passer au vote. Je propose au conseil municipal d'attribuer au CCAS de la commune de Bagnoles une subvention exceptionnelle d'investissement d'un montant de 162 000 € pour clore enfin ce dossier. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Cette question est adoptée à l'unanimité. Question 9, qui est le droit à la formation des élus et la fixation des crédits affectés. Un bref rappel, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant une délégation. Par ailleurs, les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire ou en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés, je dirais même vivement encouragés, à suivre une formation en la matière. Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut pas être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la collectivité. Je vous rappelle également que les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à 24 jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats que cet élu peut détenir. Et enfin, sont pris en charge concernant les formations, à la condition que l'organisme dispensateur soit agréé, bien évidemment, par le ministère de l'Intérieur, les frais d'enseignement, les frais de déplacement, c'est-à-dire frais de séjour et de transport, ainsi que la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus. Y a-t-il des questions, des observations sur ce point? Non. Je propose donc au conseil municipal d'inscrire au budget principal une enveloppe annuelle dédiée à la formation des élus municipaux égale à 2% du montant total des indemnités de fonction pouvant être allouées aux membres du conseil municipal. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Cette question est donc adoptée à l'unanimité. Question 10, qui concerne la création de la commission communale pour l'accessibilité. Je vous rappelle que dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité, composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou d'organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville. La dite commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, c'est rien de le dire, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle détaille également l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de 200 mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L 1112-1 du Code des transports. Elle établit également un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Enfin, cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Je dirais que ça n'est pas du luxe, effectivement, et c'est une mesure qui est extrêmement utile, notamment dans une commune où nous avons une population qui est, il ne faut pas se le cacher, relativement vieillissante. Y a-t-il des observations quant à cette question ? Je propose donc au conseil municipal d'approuver la création de la commission communale pour l'accessibilité. Les membres seront désignés ultérieurement. Donc là, on est uniquement sur la création de cette commission communale pour l'accessibilité. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? La question est donc adoptée à l'unanimité. Question 11 maintenant, désignation d'un représentant au sein des commissions d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements, la Caléole. L'article L 441-2 du Code de la construction et de l'habitation dispose qu'il est créé dans chaque organisme d'habitation à loyer modéré, et nous en avons sur la commune, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. Cette commission est l'instance décisionnaire du processus d'attribution des logements sociaux. Sa mission est double, elle est d'attribuer chaque logement selon les réglementations en vigueur, mais également d'examiner les conditions d'occupation des logements des locataires, suroccupation, sous-occupation, perte d'autonomie, dépassement du plafond de ressources, etc. Et cette commission est composée de 6 membres représentant l'organisme d'habitation à loyer modéré qui élisent en leur sein un représentant. Elle est également composée du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant, du représentant de l'État dans le département ou de son représentant, et enfin du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Je rappelle également que le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations au sein d'organismes extérieurs, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Je vous propose donc de désigner le représentant du maire à main levée, si vous en êtes d'accord. Y a-t-il sur ce point des oppositions? Non. Je vous propose qu'il soit procédé donc à un appel de candidature, et nous avons décidé de proposer Madame Margot Bergonzi à ce poste. Y a-t-il là-dessus des observations? Y a-t-il des votes contre la candidature de Madame Margot Bergonzi ou des abstentions? Cette question est donc votée à l'unanimité. Question 12. La question du protocole d'accord transactionnel avec la SCI PK, la société Finimo et la société DES IMO. Alors, je vais relater les faits. La société PK est propriétaire sur la commune de Bagnoles d'une parcelle de terrain sur laquelle est implanté un bâtiment à usage de location de salles à l'enseigne, pour ceux qui connaissent, Antipode 2.0, et dont l'adresse est 81 impasse de la Flour. Cette parcelle est mitoyenne d'une parcelle communale qui la surplombe, et cette parcelle communale est également surplombée d'une part des parcelles cadastrées 641 et 643 qui appartiennent à la société DES IMO, et 640 et 642 qui appartiennent à la société Finimo. Donc, je résume, Antipode 2.0 est en bas, nous avons au-dessus d'Antipode la parcelle communale, et enfin sur le dessus, 4 autres parcelles qui appartiennent à 2 autres propriétaires. Depuis de nombreuses années, notamment lors d'épisodes pluvieux, et nous en connaissons, les eaux de pluie provenant des parcelles du dessus, complètement en haut pour résumer, qui se composent d'un bâtiment et d'un grand parking, se sont déversées en grande quantité via une canalisation ouverte en béton sur la parcelle communale, puis sur la parcelle d'Antipode, au point d'inonder son parking, ces écoulements passant également sur les parcelles du dessus et cheminant directement en bas. En outre, donc, outre ces épisodes pluvieux, ces importants événements pluvieux et écoulements des eaux, tout à fait excessifs, ont également provoqué une érosion de la parcelle communale, la 585, notamment en bordure du parking, et un important talus en pierre qui voit des éboulements réguliers sans détacher sur la parcelle du bas.
celle de la société Antipode. Antipode 2.0. Il y a eu une procédure civile, donc par ordonnance du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé du 7 juin 2023. Monsieur Nourisson a été nommé en qualité d'expert judiciaire dans ce dossier. Il a rendu un rapport le 25 avril 2024. Le rapport d'expertise a proposé des solutions techniques aux problèmes d'éboulement, d'écoulement des eaux, solutions assorties de chiffrage. Rapport, je dois le dire, totalement accablant pour la commune de Bagnols pour diverses raisons, mais totalement accablant. Et en l'état de ce rapport, la société donc, du rez-de-chaussée, si j'ose la qualifier ainsi, la société PK, a saisi le conciliateur de justice au fin de tenter de parvenir à une médiation, donc à une conciliation avec la société Bagnols et les autres parties, les propriétaires du haut. Et dans la mesure où il n'y a pas eu d'accord, la SCIPK a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes, au fond, pour demander que la ville soit condamnée à exécuter les travaux prévus dans le rapport d'expertise et des dommages et intérêts. Entre-temps, un protocole d'accord a été trouvé. Protocole d'accord qui est, je dois le dire, favorable à la commune puisqu'il est nettement en retrait des solutions chiffrées préconisées par l'expert judiciaire. Pour résumer, et l'expert a validé d'ailleurs, l'expert judiciaire qui a eu connaissance de ce protocole a validé effectivement ce process. Pour résumer, la commune fait les travaux de confortement pour éviter de confortement des terres, enfin, j'ose pas qualifier ça de falaise, mais des terres, pour éviter que l'eau effectivement ne s'écoule encore des parcelles du haut par la parcelle du milieu et en bas. Et en échange, la société, je ne le retrouve plus ici, mais en échange, la société Antipode renonce à une grande partie de ses dommages et intérêts. Alors là encore, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de bon dossier ou de mauvais dossier. Par contre, il y a de mauvais rapports d'expertise judiciaire. Je le dis d'autant plus facilement que je n'étais pas maire au moment où tout ça s'est déroulé. Je prends effectivement acte de la procédure et du rapport d'expertise judiciaire, mais en ma qualité d'ancienne avocate, je vous dis, le rapport d'expertise judiciaire, il est accablant. En clair, si on va devant le tribunal, ça sera certainement plus long. Ok, nous n'aurons pas à débourser ou à faire des travaux maintenant, mais ça nous coûtera beaucoup plus cher, effectivement, à la sortie. Donc même si ce n'est pas totalement satisfaisant, je vous invite à voter la délibération qui nous autorise à valider effectivement à approuver les termes du projet de protocole d'accord transactionnel. Est-ce qu'il y a des observations? Non. Nous pouvons donc passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre l'approbation de ce protocole d'accord transactionnel? Non. Des abstentions? Donc, ce protocole transactionnel est approuvé à l'unanimité. Question 13. Alors, Monsieur Béton. Question numéro 13, merci Madame le maire, relative à la modification du tableau des effectifs. Comme chaque année, il convient de mettre à jour le tableau des effectifs du personnel municipal pour tenir compte des modifications suivantes. Je vais essayer d'être light. Alors, suppression de 6 postes d'ASEM principal de première classe à temps complet, justifiée par la nomination au titre de promotion interne au grade d'agent de maîtrise de 3 agents, départ par mutation pour 1 agent et 2 reclassements d'agents sur un autre grade. Suppression de 4 postes d'adjoint technique principal de première classe à temps complet, justifié par la nomination au titre de promotion interne au grade d'agent de maîtrise pour 3 agents et un départ à la retraite non remplacé. Suppression d'un poste d'agent de maîtrise à temps complet, justifié par un départ à la retraite et un remplacement par un adjoint technique. Donc ce poste, il est compensé par la création d'un poste d'adjoint technique à temps complet. 2 postes d'adjoint d'animation principale première classe à temps complet,
qui sont justifiés par la nomination au titre de la promotion interne au grade d'animateur pour un agent, départ à la retraite et remplacement par redéploiement d'un poste d'adjoint technique. La suppression de 2 postes de technicien principal première classe à temps complet, justifié par le départ par mutation et son remplacement dans les effectifs. Nomination au titre de la promotion interne au grade d'ingénieur, qui sont compensés par un poste d'attaché à temps complet. La suppression d'un poste de chef de service de police municipale à temps complet, donc c'est un départ à la retraite et donc un remplacement qui donne lieu à la création d'un poste d'agent de police municipale à temps complet. La suppression d'un poste d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principales de première classe à temps complet, qui est justifiée par un départ à la retraite. La suppression d'un poste d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principales de seconde classe à temps complet, qui est justifiée par une nomination au titre de la réussite au concours de bibliothécaire. Et enfin, un poste d'ingénieur à temps complet, qui est tout simplement justifié par une fin de contrat. Il est important donc de noter que l'avis du comité social territorial a été sollicité en date du 20 février 2026. Il est donc proposé au conseil municipal de valider ce tableau des effectifs. Est-ce qu'il y a des observations quant à la modification proposée sur ce tableau? Non. Alors nous allons passer au vote. Qui est pour la modification du tableau des effectifs? Oui, pardon, oui. Je suis... Donc, je reformule. Qui est contre la modification du tableau des effectifs? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc, la modification du tableau des effectifs est donc adoptée à l'unanimité. Question 14. Question numéro 14, relative à la création d'un comité social territorial commun. Le Code général de la fonction publique et ses articles dont je vais vous faire grâce si vous êtes d'accord, prévoit qu'un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. Le comité social territorial est chargé de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail. Par délibération concordante des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, il peut être décidé de créer un comité social territorial unique compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement ou des établissements, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. Il est dans l'intérêt de tous de disposer d'un comité social territorial commun compétent pour l'ensemble des agents de la commune, du CCAS et de l'EHPAD Les Coquelicots. À titre informatif, les effectifs d'agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public et de droit privé appréciés au 1er janvier 2026 se composent comme suit. 208 femmes à la ville, 8 au CCAS, 42 à l'EHPAD, ce qui représente 268 femmes, soit l'équivalent 66,17% de l'effectif total. Et pour les hommes, c'est 133 hommes à la ville, aucun au CCAS, 4 à l'EHPAD, soit 137 hommes, ce qui représente 33,83% de l'effectif total. Donc le total s'élève à 405 agents au 1er janvier 2026. À titre informatif, dans la fourchette d'effectifs, le nombre de représentants titulaires des organisations syndicales peut être compris entre 4 et 6. Il est donc proposé au conseil municipal de créer un comité social territorial commun avec une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail aux agents de la ville de Bagnols-sur-Cèze, au CCAS et aux établissements rattachés, de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 6 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants. De maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant, soit 6 représentants titulaires et 6 représentants suppléants de la collectivité. De recueillir l'avis séparé des représentants de la collectivité avec voix délibérative sur toutes les questions des instances. Et enfin, d'informer Monsieur le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard de la création de ce comité. Y a-t-il des observations sur la création de ce comité social territorial commun?
Non, nous allons donc pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ce point est donc voté à l'unanimité. Question 15, Madame Marquez. Alors, il s'agit de la modification du règlement intérieur valant convention d'utilisation et les tarifs de la location de la pyramide. L'architecture, les espaces et les équipements de la pyramide ont été pensés afin d'accueillir prioritairement des spectacles professionnels invités dans le cadre de la saison culturelle de la ville. Toutefois, la ville doit prévoir de pouvoir répondre aux demandes des associations culturelles bagnolaises et aux sollicitations d'organisateurs de spectacles associatifs ou privés. La nature de la salle, de ses équipements et de son fonctionnement a nécessité l'établissement d'un règlement intérieur. Ce règlement précise l'ensemble des conditions nécessaires à toute demande de mise à disposition, ainsi que les montants forfaitaires de location. Après plus d'une année d'exploitation de la salle, il est apparu que les modifications des conditions de mise à disposition et des tarifs étaient nécessaires pour que les accueils se déroulent dans les meilleures conditions et que les opérations de location à des prestataires privés pour des représentations à but lucratif offrent une meilleure rentabilité à la collectivité. La grille des nouveaux tarifs de location est établie comme suit. Donc, vous avez la nature de la location et le tarif. Donc, association bagnolaise, répétition avec régie, 120 €. Association bagnolaise, représentation avec régie, 950 €. Association non bagnolaise, accueil à but non lucratif, 1500 €. Organisme privé, assemblée générale, conférence à but non lucratif, 1500 €. Organisme privé, représentation à but lucratif, une séance publique, 4000 €. Organisme privé, représentation à but lucratif, séance publique supplémentaire, 1000 €. Caution, 2000 €. Forfait, entretien en cas de restitution de la salle dans un état de propreté insatisfaisant, 300 €. Il est proposé au Conseil municipal d'adopter le nouveau règlement intérieur de l'espace de culture à la pyramide, d'adopter les tarifs forfaitaires indiqués permettant l'amortissement des coûts des différentes utilisations de la pyramide par les associations culturelles de la ville et les opérateurs privés extérieurs, d'abroger et de remplacer pour l'avenir la délibération numéro 2025-0-2-12 en date du 5 février 2025 portant conditions de mise à disposition de la pyramide. Merci Madame Marquez. Alors en clair, pour résumer, on a légèrement augmenté les tarifs pour tous ceux qui étaient associations ou organismes non bagnolés. On a choisi de le faire pour rentrer un peu dans nos fonds. Je ne dis pas rentabiliser parce qu'on en est loin, mais pour amortir le coût, ça fera peut-être l'objet d'un autre débat ultérieurement, le coût d'utilisation de la pyramide, puisque c'est un budget qui est déficitaire, mais très 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 largement déficitaire. Voilà, donc c'est un petit moyen que nous avons trouvé pour pallier ces inconvénients financiers. Voilà. Y a-t-il des observations sur cette question ? Nous allons donc passer au vote. Oh pardon, Madame Fonturial, je vous en prie. Vous n'avez pas vu. Par rapport à la pyramide, je voudrais quand même insister auprès de la nouvelle majorité pour dire que c'est quand même une réalisation magnifique pour la ville de Bagnoles, qu'elle commence à être très connue, cette salle, et très appréciée des troupes ou des acteurs ou des chanteurs qui viennent, et ça participe à l'image positive de la ville de Bagnoles. Moi, je suis très attachée à ce que l'image de la ville de Bagnoles évolue et qu'on puisse la tirer vers le haut. Donc, vous avez choisi de faire payer plus cher les associations extérieures non bagnolaises. Pourquoi pas, hein, c'est un point de vue. Mais il faut savoir que ces associations, dès lors que ça sera sans doute assez onéreux pour elles, risquent de ne
plus venir solliciter la salle, hein, c'est le risque forcément, et de fait peut-être nous priver de cette aura qui dépasse les limites de Bagnoles. Voilà, donc je voulais juste dire ceci. Merci. Non, je comprends ce que vous dites, mais nous avons un réel problème sur ce volet-là. La saison, c'est la saison estivale, hein, 2026, de mémoire, hein, j'ai eu les chiffres tout à l'heure. Bien que j'admette que l'on perde de l'argent sur la culture, mais il ne faut pas que ce soit des pertes abyssales. La saison culturelle 2026, ça inclut la pyramide et le Mont-Coton. Grosso modo, on est à un peu plus de 300 000 € de dépenses et les recettes attendues sont aux environs, mais large, hein, en comptant large, à 80 000 €. Je vous laisse faire l'addition pour voir quel est le déficit. On ne peut pas continuer comme ça. Donc la seule solution qu'on ait trouvée pour éviter, on serait pas dans le public, on serait dans le privé, c'est la liquidation judiciaire, hein, mais sans possibilité d'avoir un plan de redressement. Donc il faut absolument faire quelque chose. Alors c'est infinitésimal. L'augmentation, elle est infinitésimale par rapport au côté abyssal de la dette. Et encore une fois, je le dis, j'accepte et ça me paraît naturel qu'en matière de culture, les communes perdent de l'argent. Voilà. En province notamment, hein, je ne dis pas dans les grandes villes, mais en province. Mais à ce stade, ça n'est pas possible. Pour exemple, nous avons un concert cet été au Mont-Coton de, alors je ne le connaissais pas, Ben Mazué, peut-être que certains connaissent. Le cachet annoncé, on est à 131 000 et quelques euros, plus les repas, les transports, l'hôtel et autres. Les recettes estimées sont à 60 000. Ça, c'est signé. Il va falloir le payer. J'espère qu'il y aura du monde au concert de Ben Mazué. Ah ben voilà, très bien. Complet, mais pour 60 000. On a fait le calcul. Donc, voilà pourquoi nous avons commencé. Il faut bien commencer par quelque chose. C'est une petite mesurette, mais au moins, ça montre qu'on fait quelque chose. Alors, nous serons plus attentifs, effectivement, mais ça, c'est un autre débat que nous aurons dans quelques temps, aux programmations culturelles de la ville de Bagnoles. Encore une fois, je ne critique pas le choix culturel, c'est un choix économique. Enfin, moi, à moins que vous ayez une méthode, hein, j'ouvre le débat pour faire que nous ne perdions plus d'argent sur ce poste-là. Je n'ai pas trouvé mieux que de proposer cela. Et encore une fois, c'est vraiment c'est infinitésimal comme mesure. Voilà. D'autres observations? Non. Alors, nous allons le mettre au vote. Donc, je vous propose d'adopter le nouveau règlement intérieur de l'espace de culture La Pyramide. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, nous avons Monsieur Baume, Madame Mussiot et Madame Fonturial. Voilà. Donc, le nouveau règlement intérieur de l'espace de culture La Pyramide est adopté à la majorité. Nous passons à la question 16. Madame Marquez, toujours. Alors, la question 16 a pour objet l'adoption d'une grille tarifaire pour la saison culturelle 2026-2027 de l'espace de la culture La Pyramide. La mise en vente des billets pour les spectacles de la programmation de l'espace de culture La Pyramide courant de septembre 2026 à juin 2027 nécessite la fixation d'une nouvelle grille tarifaire mieux adaptée à la plus grande diversité des spectacles proposés. Elle permettra une plus grande nuance dans les prix et une meilleure dégressivité des offres faites aux différents publics. Afin d'être en cohérence avec la multiplication et la diversification de ces propositions, la création de nouveaux tarifs doit venir compléter la grille existante. Les spectacles seront organisés en 5 catégories, A, B, C, D, E et F. Cette grille tarifaire sera intégrée au programme intégré au site internet, dont vous avez ici le site, et sur le site d'achat en ligne, et sera affichée dans le hall de l'espace de culture. Donc le type de tarif, vous avez le tarif exceptionnel, donc à taux plein et à taux réduit. Donc vous avez tarif exceptionnel A.
50 €, 43 € réduits pour la carte pyramide. Et pour les 16 ans, 35 €, passe culture, 35 €. Pour le tarif faisant partie du premier étage, donc A, ce sera pour un tarif plein 40 €. Carte pyramide et tarif réduit, donc 35 €. Pour les 16 ans, 23 € et passe culture, 23 €. Pour la tranche B, plein tarif, donc 30 € avec la carte réduction, 23 €. Pour les 16 ans, 13 € et passe culture, 13 €. Pour la tranche C, donc 23 € en plein. Pour la réduction, 18 €. 16 ans, 7 € et passe culture, 10 €. Pour la tranche E, plein, tarif plein, 13 €. Pour la carte réduite, 10 €. 16 ans, 7 € et passe culture, 7 € également. Pour la tranche F, 7 € pour tout le monde. Et ça, tarif assis, c'est 18 €. Tarif donc réduit, 13 €. Pour les 16 ans, 7 € et passe culture, 10 €. Tarif debout, donc en plein, 13 €. Réduit, 10 € et 16 ans et passe culture, 7 €. Donc les différents spectacles de la programmation seront répartis selon cette grille lors d'une décision municipale ultérieure en fonction de leur coût de cession. La jauge maximale autorisée par le contrat et la configuration choisie pour chaque spectacle, c'est-à-dire la notoriété, l'envergure artistique ou la technique de chaque spectacle, etc. Le tarif réduit sera proposé sur présentation d'un justificatif à l'achat sur place ou au contrôle billetterie, aux demandeurs d'emploi, aux étudiants, aux personnes porteuses de handicap. Le tarif réduit sera aussi proposé aux personnes détentrices de la carte COS ville ou COS agglomération, de la carte arène et pour une sélection de spectacles aux membres du CEA sur présentation de justificatif. Le tarif carte pyramide sera proposé aux détenteurs de cette carte. La modulation tarifaire proposée pour certains spectacles permettra de renforcer l'attractivité du dispositif. Le tarif enfant de moins de 16 ans pourra s'accompagner de la demande d'un justificatif d'âge lors de l'achat sur place ou du contrôle en billetterie. Le tarif Passe Culture s'adresse aux élèves et étudiants de 17 à 18 ans bénéficiaires du Passe Culture individuel acquérant leur place via la plateforme Adage. Donc, il est proposé au conseil municipal d'adopter la grille tarifaire proposée pour la saison culturelle 2026-2027 et les suivantes jusqu'à ce qu'une nouvelle politique de prix soit proposée. D'abroger la délibération numéro 2024-09-138 en date du 25 septembre 2024 portant création de nouveaux tarifs des spectacles et la saison culturelle et de la remplacer pour l'avenir. Je vous remercie, Mme Marquez. Alors, cette question fait le pendant avec la question précédente. Et pour rebondir sur ce que vous disiez précédemment, Madame Fonturial, la pyramide est de plus en plus connue, certes. Donc on pourrait tabler sur un autre public et appliquer des tarifs revus à la hausse pour cet autre public. Alors on ne le fera pas, on a le temps d'y réfléchir, hein, mais parce qu'on veut réserver cet espace aux Bagnolais. Et la difficulté, c'est qu'à Bagnoles, nous avons une population qui n'a pas forcément les moyens de mettre davantage dans ces spectacles. Donc c'est un tout, c'est le serpent qui se mord la queue. On a beaucoup de frais et il y a des leviers sur lesquels on ne peut pas augmenter. Alors c'est pour ça qu'on a fait le choix d'augmenter la location de la salle, hein, quand elle est vide, de la pyramide. Quant aux tarifs, on va les maintenir comme ça et on verra bien ce qui se passe quand on aura un peu plus de visibilité, parce qu'effectivement, il ne nous aura pas échappé qu'on arrive, qu'on découvre
un petit peu ce qu'il en est, et qu'il faut qu'on ait un peu plus le temps de la réflexion pour voir ce que l'on peut faire. Mais je pense qu'on ne fera pas de miracle. En tout cas, les tarifs, on en a déjà discuté, on ne les augmentera pas pour pouvoir attirer un autre public, ce qui défavoriserait le public bagnolais. Voilà. Y a-t-il des observations sur cette question? Non. Alors nous allons pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, Monsieur Beaume, Madame Mussio, Madame Fonturial, Madame Damani, Monsieur Jacquel, Monsieur Gagliardone, je ne vous vois pas. Non. Voilà. Donc on s'arrête à Monsieur Jacquel. Donc 5 opposants. La question est donc adoptée. Oui, 5 abstentions, pardon. La question est donc adoptée à la majorité. Et nous passons immédiatement à la question suivante, la question 17, Madame Ageot. Oui, alors la question 17 a pour objet donc l'appel à projet 2026 du contrat de ville, validation de la programmation, attribution et sollicitation des subventions par la ville de Bagnols. Donc le contrat de ville du Gard rhodanien appelé Quartier 2030 a pour objet de soutenir des projets permettant l'amélioration du cadre de vie et la cohésion sociale des populations les plus vulnérables au sein des quartiers prioritaires, appelés QPV. À Bagnols-sur-Cèze, cela concerne donc les quartiers Escanot, Coronel, Citadelle et Vigan-Braquet. Le contrat de ville comporte un appel à projet annuel cofinancé par l'État, le Conseil départemental du Gard, le Conseil régional, les villes de Bagnols et Pont-Saint-Esprit, ainsi que la Caisse d'allocation familiale du Gard et les bailleurs sociaux. Dans ce cadre, les animations de jeunesse, la lutte contre l'isolement, notamment les personnes âgées et PMR, l'amélioration du cadre de vie, l'apprentissage de la langue française et la sensibilisation aux bons gestes et risques provoqués par l'homme sont des priorités d'intervention pour la ville. Pour l'année 2026, 63 dossiers de demande de subvention ont été déposés pour toute l'agglomération du Gard rhodanien, dont 45 projets concernent les quartiers prioritaires de Bagnols. Et 24 sollicitent le cofinancement de la ville de Bagnols-sur-Cèze. Après instruction des dossiers, un montant total de 48 000 € de subventions est attribué par la ville à ses actions associatives pour un montant cumulé de 291 861 € de subventions attribuées par les partenaires du contrat de ville. Les actions retenues font tout l'objet de conventions d'objectifs accompagnés d'indicateurs de suivi. Le budget prévisionnel annuel de la ville pour le cofinancement du contrat de ville est de 50 000 €. En parallèle, il est à noter que la ville dépose elle-même des projets portés par ses services municipaux permettant ainsi leur cofinancement. À ce titre, la ville sollicite un total de 185 000 € de subventions pour 9 dossiers. Le tableau récapitulatif des subventions attribuées et sollicitées par la ville de Bagnols est en annexe de ce rapport. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le tableau de financement 2026 annexé à la présente délibération relatif à l'appel à projet du contrat de ville du Gard rhodanien, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à solliciter les financements du contrat de ville auprès de l'État, du Conseil départemental du Gard, du Conseil régional Occitanie et de la Caisse d'allocation familiale. D'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer les conventions et verser aux associations les subventions pour le cofinancement des actions concernées. D'autoriser Madame le maire ou son représentant à mener l'ensemble des démarches afférentes à la présente délibération. Je vous remercie. Y a-t-il des observations sur cette question? Monsieur Jacquel? Non. Madame Damani. Bonsoir. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples justement d'accords, de situations dans lesquelles justement il y a cofinancement de la part de la mairie? Vous avez parlé de 45 accords. Oui, mais là, pour les personnes qui ne l'ont pas.
Ah, c'est dans le dossier? Ça oui. Là, pour les personnes qui sont là, c'est plus parlant. Alors, un exemple qui parlera à tout le monde, le tournoi de foot. Qui parlera aux amateurs de foot, par contre. Voilà. Autre observation? Parfait. Nous allons donc pouvoir passer au vote. Qui est contre l'approbation du tableau de financement 2026 qui est annexé donc à la délibération? Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. La décision est donc adoptée à l'unanimité. Nous passons à la question 18. Monsieur Lianès. Merci Madame le maire. Alors, la question 18 a pour objet autorisation à déposer une demande d'autorisation environnementale dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier des Escanaux. Le projet d'aménagement urbain des Escanaux s'insère dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, lancé en 2014, qui doit contribuer à la transformation profonde des quartiers prioritaires de la ville. Il concerne le QPV, Escanaux, Coronel, Citadelle, Vigan-Braquet, dans la commune de Bagnols-sur-Cèze. Il consiste en plusieurs opérations d'aménagement concernant des équipements publics et des logements sur une superficie de 22 hectares. Les acteurs intervenants pour le projet sont notamment le bailleur, la ville, l'agglomération ou encore la SPL 30. Le projet de rénovation urbaine fait l'objet d'un vaste programme de transformation urbaine, comprenant notamment des démolitions et reconstructions d'immeubles, des requalifications immobilières, la requalification des espaces publics et circulation, des interventions sur des réseaux et la création ou réorganisation d'espaces verts. Le projet inclut des travaux relevant d'une autorisation environnementale, notamment au titre de la loi sur l'eau ou de la protection des espèces. Afin de sécuriser le contenu du dossier d'autorisation environnementale et de répondre aux recommandations des instances de pilotage, il est jugé pertinent d'engager en amont un échange avec les services de l'État. La phase de cadrage amont intervient après la réalisation des études environnementales obligatoires préalables, avant le dépôt officiel du dossier complet d'autorisation environnementale auprès des services de l'État. Cette phase constitue une étape intermédiaire essentielle permettant de présenter au service instructeur les résultats des études déjà produites, de vérifier la conformité méthodologique et réglementaire des analyses, d'obtenir des compléments éventuels sur les attendus du dossier final, de sécuriser le contenu du futur dossier avant transmission officielle, de valider les mesures ERC, éviter, réduire, compenser, intégrées dans l'étude d'impact. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'engagement de la phase de cadrage amont de la procédure d'autorisation environnementale pour le projet NPNRU des Escanaux à Bagnols-sur-Cèze et d'autoriser Madame le maire à signer tout document y afférent. De dire qu'à l'issue de cette phase de cadrage amont, une demande officielle d'autorisation environnementale sera déposée. D'autoriser Madame le maire à signer ou son représentant le dossier de demande d'autorisation environnementale pour le projet NPNRU des Escanaux à Bagnols-sur-Cèze. Je vous remercie. Y a-t-il des observations quant à cette question relative à l'autorisation environnementale? Non. Nous allons donc pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée à l'unanimité. Question 19, qui concerne la liste des marchés publics signés et notifiés depuis le conseil municipal du 8 avril 2026. Eh bien, il n'y en a qu'un, qui est le marché afférent à l'assurance dommages aux biens, en
en fonction de la modification de l'indice de révision qui est classiquement intégré dans ces contrats, ce qui entraîne effectivement une augmentation, j'ai jamais vu de baisse d'ailleurs, mais une augmentation du montant de la cotisation due en raison de la variation de l'indice. Y a-t-il des observations là-dessus? Non. Oui, c'est pas un vote, je sais. Donc, nous allons passer aux questions de l'opposition. Je vous écoute. Merci. Donc, la première question, c'est concernant la commission de contrôle financier. Pourriez-vous préciser où en est la mise en place de la commission de contrôle financier, compte tenu de votre engagement à cet égard? Je n'ai pas vu la délibération au budget. Et vous n'avez pas de problème de vue, Monsieur Jacquel, effectivement, vous ne l'avez pas vue parce qu'elle n'est pas encore faite. Vous savez, il faut un peu de temps quand on s'installe. Nous ne sommes là que depuis 3 semaines, un peu plus de 3 semaines. Et il faut du temps, donc vous la verrez. Ça sera peut-être pas à l'ordre du jour du prochain conseil municipal, mais de celui d'après. Voilà, il nous faut du temps pour le faire. Et vous savez qu'il faut du temps, puisque j'en profite, puisque vous savez que vous avez déposé vos questions un peu en retard. Donc vous êtes bien placé pour savoir qu'il faut du temps pour bien faire les choses. Ce n'est pas pour autant que je les rejette. Hein. Il n'y a pas de difficulté. Voilà, donc ça viendra, mais nous avons d'autres urgences, plus urgentes, si j'ose dire, à régler. Voilà. Autre question ? Oui, donc sur les toilettes publiques à la gare. Donc la zone de la gare est actuellement dépourvue de toilettes publiques. Je voudrais savoir pourquoi, mais bon, c'est pas vous qui avez réalisé les travaux, lors des récents travaux. Ouais. Donc, est-il possible d'envisager l'installation de toilettes publiques, étant donné que les usagers des trains n'ont d'autre choix que d'utiliser les toilettes publiques, ou alors environnants, ils vont souvent au port de Lorient en permanence, donc ça devient le toilette publique de la zone, ou bien travailler avec la SNCF pour récupérer justement ceux de la gare, puisqu'avant il y avait un guichetier, il y avait une toilette, donc voir s'il est possible de récupérer les anciennes toilettes pour qu'il y ait des toilettes là-bas dans la zone. Alors vous avez raison de dire que je ne peux pas répondre à la question de savoir pourquoi, lors des récents travaux, cette problématique n'a pas été prise en compte. Hein. Je n'ai pas été consultée, ni vous d'ailleurs, ni personne d'autre. Simplement, sur la question de travailler avec la SNCF, bon courage. Hein. La SNCF n'a jamais voulu de la réouverture de cette ligne. C'est pour ça que ça a duré autant d'années. Donc, allez maintenant leur dire que, alors que certaines lignes ne fonctionnent plus, ou je ne sais pas si ça a été rétabli, qu'il faut en plus qu'on utilise leurs toilettes. Bon courage. Hein. Je ne m'avoue pas vaincu, mais ça va être sportif. Après, il y a des toilettes publiques en ville. Hein. Il y en a un certain nombre. Alors, je ne sais pas, je vous avoue que je ne sais pas s'il y en a à proximité ou pas de la gare, mais bon, c'est pas non plus. Alors après, les gens peuvent aller dans le train. Il y a des toilettes dans les trains. Bon. Quant aux toilettes publiques de façon générale, je pense qu'il vaut mieux ne pas y aller parfois. Voilà, il faut prendre il faut utiliser d'autres méthodes, mais je ne connais pas la qualité des toilettes publiques de la ville de Bagnols. On peut y partir en exploration, mais très sincèrement, quand j'en serai à régler cette problématique-là, ça veut dire qu'on aura réglé tout le reste, on aura fait de grands progrès, Monsieur Jacquel. Voilà. Autre question ? Oui. Alors, sur les déchets d'ameublement et le bailleur Habitat du Gard. Donc, ce week-end, d'ailleurs, j'ai remarqué un monticule de déchets d'ameublement sur la voie publique au niveau de la citadelle. Donc, je l'ai d'ailleurs publié, hein, ce qui nuit déjà à l'environnement, à la pollution visuelle, un peu à tout le monde. Donc, étant donné l'existence de caméras pas loin, que comptez-vous faire pour lutter contre ce manque de civisme ? De plus, il semblerait que le bailleur Habitat du Gard ne mette plus à disposition les caves aux locataires. Donc, est-ce que vous pouvez aborder ces deux problématiques ? Alors, concernant les déchets d'ameublement, beaucoup d'entre nous les ont vus, et dès qu'on a été informé, la municipalité a mis en place une évacuation de ces encombrants qui n'avaient pas à se tenir là. Quant aux caméras, on a beaucoup de caméras, mais il n'y en a pas à cet endroit. On peut pas, alors cela étant, on ne peut pas en mettre partout, on ne peut pas en mettre tous les mètres.
parce que ça coûterait une fortune et qu'il faudrait beaucoup de gens pour surveiller, et que contre l'incivilité de certains de nos concitoyens, il faut tenir compte de ça aussi, on ne pourra jamais rien faire d'absolument satisfaisant. Moi, je rêverais de mettre des caméras partout pour évidemment arrêter ça. C'est pas possible. On ne peut pas le faire. Et il y aura toujours. Je dis ça parce que vous savez où j'habite, vous voyez où est la mairie. J'y vais à pied. Il y a un méga panneau que personne ne peut pas, enfin, dont personne ne peut dire qu'il ne le voit pas, qui est situé juste au pied des remparts, en indiquant très clairement qu'il ne faut pas déposer quoi que ce soit sous peine d'amende. Je veux dire, celui qui ne le voit pas, il est réellement de mauvaise foi. Mais il n'y a pas un jour où je ne vois des poubelles. La dernière fois, j'ai demandé d'ailleurs au service de la police de ne pas me verbaliser, enfin j'étais à pied, parce qu'il y avait beaucoup de vent. Et il y avait notamment des poubelles jaunes qui sont légères et qui volent avec le vent. Il y en avait 2 au milieu de la route. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai enlevées de la route et je les ai remises là où elles n'auraient jamais dû être d'ailleurs. Mais je les ai mises au bord. Que voulez-vous qu'on fasse de plus? Alors, effectivement, on a certaines brigades de la propreté, je vais la qualifier comme ça, qui se chargent de réprimer tout ça, mais il y a tellement d'incivilité, Monsieur Jacquel, et ça, il faut que quand même chacun prenne sa part de responsabilité là-dessus, qu'avec la meilleure bonne volonté du monde, avec tous les moyens du monde disponibles, on n'y parviendrait pas, on n'arriverait pas à endiguer cela. Alors on fait ce qu'on peut, on le fait, réellement c'est une priorité. Il y a certains de nos concitoyens qui ont fait le choix de venir en voiture déposer une poubelle là où il ne fallait pas. Donc avec la plaque d'immatriculation, ils ont reçu un gentil courrier et puis ils vont devoir s'acquitter d'une très jolie amende. J'ai décidé d'ailleurs d'augmenter l'amende, puisque effectivement il y en a certains qui ne comprennent rien, notamment quand ils ont été pris en flagrant délit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Maintenant, l'amende, elle sera salée. Voilà, il faut qu'on se le dise. S'il n'y a que ce moyen pour rappeler et pour ramener du civisme dans nos rues, on l'utilisera. Mais à part ça, je n'ai pas la baguette magique. Monsieur Jacquel, sincèrement, si vous avez un moyen mieux que celui-là, je prends. Je suis preneuse. Oui, vous avez un bon moyen. Alors dites-moi. Non, ouais. En fait, il avait été distribué des plaquettes pour les encombrants. Le numéro de téléphone 0850 16 16. Il n'y a plus personne au bout en fait. Alors donc je voulais savoir s'il existe toujours le service encombrant ou pas, puisque les gens. Il existe toujours. Alors on me dit que c'est pas le même numéro. Ah donc voilà. Donc on fera effectivement quelque chose. Il faut le faire changer parce que sur les plaquettes magnétiques. Mais j'imagine que vous, tout comme moi dans cette situation, si ça répond pas au bout du fil, vous n'allez pas déposer vos encombrants n'importe où. Je pense que même si et on le fera d'ailleurs, on informera la population du bon numéro de téléphone. Alors je ne parierai pas parce que ce serait indécent, mais je pense que nous aurons toujours autant d'incivilité, malheureusement. Voilà. Quant à la deuxième partie de votre question, je ne suis pas au fait qu'Habitat du Gard ait décidé de ne plus mettre à disposition des caves locataires, mais peut-être alors je vais vérifier, mais peut-être que c'est une disposition prise entre Habitat du Gard et la préfecture, ou en tout cas les services de la procureure de la République, puisque vous savez que nous avons quand même un certain nombre de trafiquants de stupéfiants dans nos rues, qu'il y a des travaux qui vont commencer concernant la démolition de la tour, que ces personnes sont à cet endroit et qu'ils vont devoir migrer vers d'autres lieux. Peut-être ont-ils commencé leur migration, ou s'ils ne l'ont pas commencé, peut-être qu'Habitat du Gard, en accord avec la préfecture et les services de la procureure de la République, ont décidé de murer un certain nombre de caves avant qu'elles ne soient tout simplement squattées par des personnes totalement indésirables. Vous avez bien fait de poser la question. Je n'ai pas d'autre réponse que celle que je viens de vous faire. Mais effectivement, je me renseignerai pour savoir si Habitat du Gard n'a pas pris une mesure, en tout cas, oui, de rétorsion à l'égard de certains locataires, ce qui ne serait pas tolérable. Voilà. Autre question ? Dans le cadre des ventes immobilières sur la commune, donc c'est une petite question mais qui intéresse quand même pas mal de gens, le contrôle du raccordement de l'assainissement collectif est demandé systématiquement. C'est une particularité de l'agglomération bagnolaise.
donc qui n'incombe pas directement à la mairie, mais qui est quand même négociable, non pas dans l'idée de la supprimer, mais de l'adapter aux logements les moins anciens. Elle ne constitue pas une obligation nationale systématique. Cette pratique engendre des coûts supplémentaires pour les particuliers sans apporter une réelle plus-value, notamment dans les immeubles déjà raccordés. Je souhaiterais proposer que la commune, en lien avec l'agglomération compétente, étudie la possibilité de rendre ce contrôle non systématique, de limiter à des situations ciblées, et cette évolution permettrait de simplifier les transactions chez les notaires. Il y a déjà le DPE, on rajoute des inutilités coûteuses pour les reventes. Voir ce que peut faire le conseil municipal. Merci. Alors, concernant cette question, je ne suis pas certaine que ce soit une simple possibilité. Je pense que c'est obligatoire, mais quand bien même, ce ne serait pas obligatoire. Je ne le ferai pas. Je ne ferai pas ce que vous me demandez. Pourquoi ? C'est une simple question de sécurité juridique, financière, et c'est une question d'écologie, tout simplement. Pourquoi ? Parce que si on ne le fait pas, s'il n'y a pas ce contrôle qui, alors, je ne l'ai jamais fait, mais sauf erreur de ma part, on ne doit pas aller au-delà de 300 €. Bon, c'est un peu moins. On est entre 100, allez, 100 et fourchette basse 100, fourchette haute 300 €. Si ça peut au final faire économiser de l'argent à la personne, le vendeur, qui imaginerait vouloir gruger quelque part son co-contractant, donc l'acheteur, si effectivement cette disposition est obligatoire, si on impose ce contrôle, comme je pense que c'est le cas actuellement, oui, le vendeur dépensera 300 €. Bon, il peut peut-être augmenter le prix de vente d'autant. Hein, bon. Mais même s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui vaut mieux ? Payer 300 € ou en payer 13 ou 15 000 plus les frais d'avocat à l'issue d'un procès parce que l'acquéreur aura fait un procès au vendeur en disant « mais vous m'avez grugé, dans l'acte il y avait écrit que, c'est pas ça ». Voilà. Et les notaires, il faut savoir que les notaires, de plus en plus, demandent ce certificat. Même dans les zones où ça n'est pas obligatoire, les notaires le demandent pour leur propre sécurité, parce que évidemment, in fine, quand il y en a un, notamment l'acquéreur, qui s'aperçoit que c'est pas bien raccordé, c'est pas raccordé du tout, ou autre, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire un procès à son vendeur et il va mettre dans la boucle le notaire. Donc les notaires l'exigent actuellement. Et donc pour toutes ces raisons, encore une fois je résume, sécurité juridique, sécurité financière, on veut payer 300 € que 13, 15 plus les frais d'avocat, on est à 20 000 après, et d'expertise, puisque les expertises dans ce domaine sont quand même relativement onéreuses, c'est normal. Je pense qu'il faut effectivement, dans les zones où ça n'est pas obligatoire, le rendre obligatoire, et où c'est obligatoire, de toute façon, je n'interviendrai pas, même si ici c'est pas obligatoire, je ne le ferai pas. Et je pense aussi que c'est un geste écologique. Enfin, moi je veux bien, mais les mauvais raccordements, quand on a les eaux pluviales qui vont dans le réseau des eaux usées, c'est nous tous qui payons, au-delà de l'addition, c'est pas quand même un geste très écologique. Alors je m'étonne que M. Jacquel, vous posiez cette question, puisque oui, mais M. Gagliardone, en lien avec M. Jacquel, puisque M. Jacquel, vous revendiquez du mouvement de M. Ruffin, qui est écologiste. Donc c'est moi qui devrais poser la question, et c'est vous qui devriez faire cette réponse si on respectait la logique. Alors, excusez-moi, je peux répondre. Le service public a délégué l'ASSOR pour gérer ce genre de situation, qui décide unilatéralement des tarifs à sa façon. Et je parlais non pas des logements anciens, mais bien des logements modernes, dont tout le monde sait qu'ils seront accordés, sachant que si un propriétaire vend 3 appartements dans un même immeuble, il va payer 3 fois l'ASSOR. Oui, mais nous le devons à la planète. Après, les tarifs peuvent se négocier avec l'ASSOR. Je ne pense pas que... Voilà. Et au maximum, ça vaut 300 €. Vous ne me ferez pas changer d'avis. 300, 13 000, 15 000. Il n'y a pas photo. Et la planète le vaut bien. Il y a encore une question ? Non ? Alors, s'il n'y a plus de questions, avant de clôturer, j'aimerais dire un mot qui n'a rien à voir avec le conseil municipal, en tout cas, voilà. C'est pour saluer M. Jérôme Talon, qui a œuvré dans cette commune depuis 2008 et qui est DGS de la ville de Bagnoles depuis 5 ans, si je compte bien, et qui nous quitte demain, au 30 avril, enfin à effet du 1er mai prochain, pour voguer vers d'autres cieux. Et je tiens à le remercier, même si nous n'avons pas toujours été d'accord.
Voilà, il n'empêche effectivement que je tiens à le remercier pour avoir œuvré pour la ville de Bagnols pendant toutes ces années. Et je vous souhaite une poursuite de carrière remplie de belles choses, Monsieur Talon, vraiment. Et je vous remercie effectivement d'avoir eu cette carrière sur Bagnols. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Et la séance est donc levée. Prochain conseil municipal, le 5 juin, puisque nous avons un conseil, oui, le vendredi 5, puisque nous avons un conseil municipal entre guillemets exceptionnel, puisqu'il nous faut désigner les grands électeurs pour les élections sénatoriales. Voilà. Et nous rajouterons peut-être d'autres points, mais vous le saurez en temps utile. Merci beaucoup.